Bonjour à tous. Mon nom est Guy Daigneault pour ceux qui sont moins familiers avec moi, du groupe Conseil Daigneault. Alors, bienvenue à notre troisième opinion des marchés financiers de l'année 2022. Alors, comme vous savez, c'est toujours notre opinion. Alors, évidemment, je veux juste vous faire part un petit peu de la poutine administrative, du volet administratif en commençant. Puis aussi, si jamais, pour ceux qui sont familiers avec moi, si vous remarquez que je parle un petit peu du nez, je m'en excuse. J'ai des médicaments depuis hier, alors j'ai une bonne petite sinusite. Sinon, aux choses plus importantes, on voulait vous faire part, parce que parfois les gens ont de la difficulté à trouver le bouton pour les questions et réponses. Alors, si jamais vous avez une question en particulier, il faut tout simplement cliquer sur la question et réponse que vous voyez avec la flèche et à la fin de la présentation, on s'assurera de répondre à toutes les questions. Si jamais vous avez des dilemmes et que vous ne voyez pas votre question apparaître, ça arrive parfois, alors tout simplement envoyez un courriel à Myriam.Lard, dont vous voyez le nom ici, à commercial BNC pour Banque nationale du Canada.ca. Alors, sur ce volet, évidemment, quand on parle de cycle boursier, on parle évidemment d'expansion, de récession, mais surtout et souvent d'émotion. Ce n'est pas la première fois, je pense, que vous voyez cette petite diapositive-ci. Mais évidemment, les émotions qu'on a pu vivre depuis le début de l'année par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport à la hausse de l'inflation, par rapport aux pivots là, de la Fed qui ont fortement augmenté les taux, on comprend. Et c'est jamais plaisant. Il y a ce qu'on appelle dans notre domaine l'aversion aux pertes. L'aversion aux pertes, et c'est carrément, c'est que c'est beaucoup plus tough de voir notre portefeuille baisser que quand il monte. Alors, évidemment, depuis le début de l'année, on a vu que les portefeuilles ont baissé. On va faire un petit recul sur les marchés boursiers et on va essayer de trouver certaines réponses en regardant par en avant. Mais on comprend. Et quand on regarde ici, c'est le marché américain depuis la dernière crise de 2008, la dernière forte récession, jusqu'à aujourd'hui, on voit que malgré tout, la tendance est haussière. Mais les soubresauts qu'on voit sur cette diapositive-là, la COVID qui a eu un impact fort pendant un mois de temps pour par la suite rebondir. Et depuis le début de l'année, on voit ce que le marché américain fait. Mais si on a tendance à être très émotif dans ces périodes-ci, nous essayons d'être à l'opposé et d'utiliser notre système 2 de notre cerveau et surtout du processus de placement pour justement éliminer les émotions du marché. Alors, on voit quand même que quand on regarde la tendance long terme, et ensemble, il y en a plusieurs qui sont parmi nous depuis une vingtaine d'années, mais quand on regarde par en avant, malgré cette année, malgré le fait que plusieurs de nos clients sont à la retraite, on en a encore quand même pour longtemps devant nous. Alors, si on peut ne pas perdre de vue, et c'est ce qu'on essaie de faire, la tendance long terme, bien, dans ce cas-ci, quelqu'un qui aurait investi, malgré tous les soubresauts, est resté pleinement investi. On s'entend là, que ça ne s'applique pas à tous les gens, parce qu'il y a des gens qui décaissent, mais on aurait eu un rendement honnête. Additionnel à ces émotions-là, on a même un indicateur de sentiment du marché qu'on regarde à tous les mois et qu'on reçoit à tous les mois. Ça l'indique tout simplement, en fonction de la fluctuation des marchés, bien, où sont les gens? Est-ce qu'ils sont dans un pessimisme extrême? Puis là, on a pris une date du 25 février qui, prenez pour acquis que là, c'était là qu'à ce moment-là, la guerre en Ukraine a fortement commencé, puis là, la continuité à travers l'année, la hausse des taux et autres. On aura la chance d'en reparler. Mais c'était pas le pire qu'on a vécu dans le courant de l'année. On a été presque à zéro à un moment donné quand on était rendu là, en juin, juillet et août. Là, le pessimisme était rendu extrême. Et regardez aujourd'hui, le 11 novembre, parce que depuis un mois et demi, les marchés boursiers se sont rétablis, alors le pessimisme redevient en termes un optimiste. Il n'est pas encore extrême, mais on comprend
que les émotions du marché nous font aller dans des extrêmes pessimistes et parfois dans les extrêmes optimistes. Et ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de ne pas être dans les deux extrêmes. Mais lorsqu'on est dans un pessimisme extrême, c'est carrément parce que le marché a tendance à baisser et la volatilité devient beaucoup plus forte. Et c'est là qu'à ce moment-là qu'on enlève les émotions pour nous et c'est là qu'on voit de meilleures opportunités. Alors, pour les prochaines minutes ensemble, puis on va avoir le temps, je vais essayer de faire ça synthétisé pour avoir le plus de temps possible à répondre aux questions parce qu'on a quand même plusieurs personnes qui sont avec nous en direct. Souvent, les gens vont l'écouter en réécoute, mais là, présentement, on sait qu'il y a beaucoup de monde en direct, fait que je vais essayer de répondre à toutes les questions qui est humainement possible. Mais ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vraiment faire un survol là, de certains éléments clés de l'économie. Donc, on va parler évidemment d'inflation. Je vais faire un petit clin d'œil par rapport à l'or parce que souvent, ce qu'on essaie de faire dans ces webinaires-ci, c'est d'essayer de répondre un peu aux questions que nous avons de la plupart de nos clients. Évidemment, il va falloir parler des taux d'intérêt, mais surtout sur l'impact sur les obligations. Je n'irai pas nécessairement dans le volet immobilier. Si jamais quelqu'un veut poser une question, c'est correct, mais c'est vraiment par rapport aux taux d'intérêt versus l'impact sur les obligations. Les signes de récession. Je pense qu'il y a des critères qu'on doit suivre. Où en sommes-nous? On entend aux nouvelles qu'on n'est pas encore en récession, mais on devrait l'être en début d'année. On va essayer de démystifier un petit peu les signes de récession. Évidemment, on va parler de la consommation personnelle, consommation des individus, la chaîne d'approvisionnement, parce qu'on entend parler, bon, il y a une pénurie au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc, on va certainement discuter de ça. Pour finalement finir et en fonction du sommaire de cette économie mondiale-là que nous voulons vous présenter, regardez comment on positionne par en avant 2023 notre répartition d'actifs et vos portefeuilles en regardant, bon, évidemment, l'escompte ou je dirais même la forte escompte dans certaines des catégories d'actifs en actions et aussi en obligations le revenu fixe. Alors, évidemment, avant de commencer à regarder certains de ces éléments-là, j'aime toujours faire un petit recul quand j'arrive à la fin de l'année et voir qu'est-ce que les marchés boursiers, ça c'est au 31 octobre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Certains d'entre vous, quand on discute individuellement, je vous mentionne que cette année, c'est une année un peu unorthodoxe. Pas parce qu'on voit les marchés boursiers baisser. Ici, là, on voit que le marché canadien a été le meilleur marché boursier de toutes les grandes catégories d'actifs, à moins 6 %. Donc, pas très bon, mais beaucoup mieux que ce que les autres marchés ont fait. Ici, après ça, on parle toujours des actions américaines, qui est le marché, l'économie mondiale, encore une fois, mais en dollars canadiens. Donc, on va parler succinctement, rapidement, un peu de la devise. Ici, une fois encore de plus, à l'international. Donc, on sait qu'avec la guerre en Ukraine, il y a eu un impact. Voici ce que les marchés internationaux ont fait. Vous nous entendez souvent parler en termes de stratégie autre, de stratégie alternative. Malgré tout, et quand on dit c'est deux volets à cette catégorie d'actifs-là. Un, c'est d'être non corrélé, donc de ne pas bouger nécessairement comme les marchés. Et en plus de ça, d'essayer de générer un revenu constant. Donc, on voit que malgré tout, ces stratégies-là n'ont pas été parfaites non plus. Mais vraiment, la grande surprise, c'est les obligations qui ont fait moins 12 %. Je pense que quand on vous a écrit pour nos clients une note personnalisée au 30 juin, le marché obligataire était à moins 12 à ce moment-là. On voit qu'il a été quand même, qu'il s'est maintenu, mais en réalité, de juillet jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même eu des fortes fluctuations, puis beaucoup plus de fluctuations à la hausse, mais on voit des signes encourageants et on va prendre vraiment du temps pour parler des obligations dans notre position des portefeuilles aujourd'hui. Malgré tout ça, regardez ce qu'un portefeuille équilibré a fait. On parle ici de moins 10 % d'un rendement brut. Alors, souvent, quand on parle d'un portefeuille qui soit conservateur ou équilibré ou croissance, il y a une différence en termes de rendement, mais cette année, qu'on a été conservateur, qu'on a été agressif, on a eu tout le même rendement. Alors, les obligations, c'est ce que je dis souvent, n'ont pas fait la job, puis on va pouvoir en parler.
Mais des fois, ça peut créer des opportunités. Donc, encore une fois, ce qu'on a voulu faire, c'est juste démontrer comment la portion qui protège le portefeuille. Donc, la portion revenu fixe de notre portefeuille, normalement, dans des périodes de récession, puis on est retourné aussi loin que 2000, 2002, où les actions n'avaient pas. Puis là, ce n'est pas le rendement de l'année, c'est à des moments précis, mais les actions avaient vraiment moins bien fait et les obligations avaient quand même protégé. Même chose au niveau de la crise de 2008, qui a été la deuxième pire récession depuis la Grande Dépression. On a vu des rendements d'actions négatives avec des obligations positives. Bon, je vais quand même juste exclure rapidement la pandémie, même si je ne veux pas, au point de vue humain, éliminer ce qui se passe depuis 2 ans au niveau des émotions des gens, mais ça a été une courte récession. Et il y a eu un rebond parce que les obligations en fin d'année avaient relativement bien fait, mais c'était pour un moment précis, comme je vous mentionnais. Et depuis le début de l'année, voici ce que, à une période donnée, comment les actions, dans le creux de la crise, avaient fait et les obligations. Alors, c'est pour ça qu'on dit que vraiment, la portion qui normalement protège notre portefeuille n'a pas fait du tout la job. Pourquoi? Bien évidemment, on doit parler de l'inflation. Ça, c'est le sujet de l'heure. Au niveau de l'Amérique du Nord, on sait comment l'inflation a fortement augmenté depuis le début de l'année. Je pense que ça vous indique là, avec la ligne assez directe. L'inflation totale. Là, on vous montre 2 types d'inflation. Sachez qu'on les regarde parce que ça peut nous donner des indications futures, de l'indication en éliminant la bouffe et le pétrole, mais on prend vraiment l'inflation totale. Par contre, ce qu'on regarde ici dans le titre, c'est que vraiment à partir d'octobre, l'inflation semble être contrôlée. On peut parler de la manière que l'inflation peut se contrôler parce qu'on a encore aux nouvelles, on n'est pas convaincu que l'inflation est sous contrôle. On sait qu'il va y avoir une hausse de taux. C'est déjà anticipé au niveau de décembre, tant au Canada qu'aux États-Unis. On parlait d'une hausse de 75 points de base, puis 75 points de base, là, c'est 0,75 %, donc un peu moins que 1 %. Mais on verra si, mais c'est déjà anticipé. Et on parle maintenant, plutôt que 75 points de base, de 50 points de base. Ce qu'on retient d'ici, c'est qu'à un moment donné, est-ce que nous avons atteint le haut de l'inflation? Notre opinion, c'est que oui. Et quand on regarde les indications, les indicateurs, on voit que ça commence à rebaisser. Ça ne rebaissera pas drastiquement rapidement, mais on voit quand même une tendance baissière. Alors, même chose qu'on voit aux États-Unis, même l'inflation aux États-Unis est un petit peu plus forte à 7,2 %. Alors, 7,7 %, je m'excuse, où on s'attendait, et ça, c'est souvent les expectatives, on s'attendait à ce que l'inflation soit un petit peu plus haut que ce que prévu. Et ce dernier chiffre-là a fait en sorte que depuis un mois et demi, le fait qu'on semblait avoir un vent favorable avec le contrôle de l'inflation, bien, le marché boursier a repoussé. A poussé vers le haut, c'est-à-dire a augmenté. Donc, les banques centrales, vous m'en entendez parler souvent, mais les banques centrales, depuis 20 ans, donc ici on recule en 98, mais depuis 20 ans, se sont donné le mandat de garder l'inflation entre 1 et 3 %. C'est ce que la ligne bleue nous dirige, nous guide. Alors là, la section grise que vous voyez ici, on parle de 2023, regardant par en avant. Mais ils ont fait relativement bien pour contrôler cette inflation-là avec le contrôle des taux d'intérêt. Donc, le 1 à 3 %. Une opinion personnelle, à 2 % là, leur mandat qu'ils se sont donné, ils ont bien fait, mais historiquement, c'est très bas. Alors, une inflation de 3, on est capable de bien vivre avec ça. Une inflation de 6, 7, c'est beaucoup moins le fun sur le court terme. Alors, ils ont fait un bon job vraiment de contrôler l'inflation. Ce qu'ils ont peut-être moins bien fait, c'est en 2021 où on sentait, je pense qu'on avait parlé en début d'année, on sentait que la poussée inflationniste, elle était là. Alors, probablement, s'il avait commencé à augmenter les taux en 2021,
je dirais intelligemment, mais pas dans le mauvais sens, mais tout simplement pour essayer de contrer tranquillement l'inflation. On n'aurait peut-être pas eu le choc de 2022 que nous avons eu. Alors, leur mandat, c'est de contrer l'inflation et c'est ce qu'on entendait jusqu'au mois dernier où ils augmentaient les taux, ils augmentaient les taux. Et quand on est dans cette période-là, c'est évident que les émotions rentrent en ligne de compte. On dit, ça n'arrêtera jamais. On sait que ça va arrêter. Ils ne retourneront pas dans les années 80 quand le taux préférentiel avait touché 21,75. Ça n'arrivera pas. Ils vont contrôler l'inflation et on sent qu'aujourd'hui, avec les hausses drastiques qu'ils ont faites, qu'ils semblent avoir contré l'inflation. Aparté, parce que souvent, on a cette question de, normalement, dans des contextes inflationnistes, l'or, c'est une valeur refuge. Je voulais juste mentionner qu'une des raisons qu'on n'achète jamais rien sur l'or, il faut acheter le lingot parce que quand on achète sur les titres orifères, la difficulté qu'on a, c'est qu'il ne crée pas beaucoup de valeur. Mais est-ce que l'or, avec cette année, dans un contexte d'inflation, fait sa job, c'est pour ça qu'on a toujours un inconfort d'investir dans l'or. C'est clair que vous voyez la tendance quand l'or a touché 2050. Aujourd'hui, c'est à 1750 et elle a remonté quelque peu. Mais l'or n'a certainement pas fait le job qu'il aurait dû faire si c'est vraiment un indicateur pour contrer ou protéger contre l'inflation. C'est ce que je voulais dire sur l'or. Je dois revenir, je pense que ça fait 20 ans que je présente cette diapositive-là sur l'historique des taux et elle parle beaucoup, elle parle sur le contexte économique, mais je vais me concentrer tout simplement sur les taux. Je viens de vous dire que les banques centrales à travers le monde voulaient contrôler l'inflation entre 1 et 3 pour se maintenir autour de 2. Avant cette décision-là, et c'est ce que cette diapositive-là représente. Souvent, les taux, c'était des cycles de 30 ans et plus. On le voit ici de 50 à 80, les hausses de taux, et des années 80 jusqu'à tout récemment, les baisses de taux, avec des fluctuations, évidemment, comme vous voyez, comme dans n'importe quel marché boursier habituel. Mais ils ne voulaient pas, parce que imaginez, et là, je vais prendre un petit 30 secondes pour expliquer que quand les taux augmentent, la valeur des obligations diminue, c'est directement et inversement proportionnel. Et ça, je sais que c'est un concept très difficile à comprendre parce qu'on se dit tout le temps, ben non, ça doit protéger nos obligations. On en achète une, puis à l'échéance, on va avoir notre argent. C'est vrai. Par contre, pendant cette période-là, la durée jusqu'à l'échéance, il y a des fluctuations. Alors, sur 30 ans, quand les taux augmentent, vous comprenez que la valeur des obligations n'avait pas de rendement. C'était très négatif. Les taux augmentent, on peut acheter des obligations avec des taux plus élevés, mais ceux qu'on détient déjà dans le portefeuille, c'est clair qu'à ce moment-là, il y a un impact négatif. Au même niveau qu'on l'a est habitué depuis les 30 dernières années, où les taux ne faisaient que baisser. Et les taux en baissant, c'est inversement proportionnel. Quand les taux baissent, la valeur des obligations qu'on détient en portefeuille augmente. On voit ici, là, tranquillement, que les taux, puis là, cette année, drastiquement, les taux ont monté, mais n'oubliez pas que c'était vraiment en lien à contrer l'inflation. Vous avez certainement entendu parler de l'inversion des courbes des taux d'intérêt. La courbe inversée, c'est exactement ce qu'on vous présente ici. Je vais vous le présenter au Canada et aux États-Unis. Alors, on voit que ce que ça dit, c'est que les taux court terme, ici on parle de 3-2 ans, mais les taux court terme sont plus élevés que les taux long terme. C'est ce qu'on appelle une courbe inversée. C'est un indicateur important pour savoir si on s'en va vers un ralentissement économique ou une récession. La raison est simple, c'est tout simplement que 2 trimestres consécutifs où on a une inversion des taux, techniquement, on est en récession. On l'a vécu cet été aux États-Unis. Vous allez voir que là, la courbe commence à se stabiliser un petit peu. Par contre, ce que normalement une courbe de taux est, et je vais dire normalement parce que la tendance, c'est vraiment la ligne bleue ici qui nous détermine que les taux court terme sont plus bas que les taux long terme.
Alors, ça, c'est une courbe normale. Et je dis normalement, elle est un petit peu anormale parce que là, on était avec des taux historiquement bas. Mais c'est ce qu'une courbe normale de taux d'intérêt devrait être. Alors, quand on voit un indicateur où les taux commencent à être inversés, il faut faire faut être un petit peu plus, faire un peu plus attention au portefeuille. Même chose, vous voyez, là, la courbe elle est flat, mais elle est un peu inversée par rapport au taux court terme. Alors, je ne veux pas rentrer trop technique, mais c'est tout simplement pour vous dire, et je vais en faire un lien par rapport au signe de récession, quand on a une inversion de courbe des taux d'intérêt, c'est un indicateur qui fait en sorte qu'on s'en va vers un ralentissement économique ou à tout le moins, il faut faire attention. Donc, ici, encore une fois, on reste dans les écarts de crédit. Là, on parle des taux on parlait vraiment au niveau des taux préférentiels. On parle aussi des taux obligataires. Là, ici, on parle de taux, les écarts de crédit par rapport aux obligations corporatives et à haut rendement. Voyez la ligne bleue, autant aux États-Unis qu'au Canada, ça vous donne une indication que c'est la différence, le 4,65 465 points de base sur des obligations à haut rendement, c'est un écart standard par rapport additionnel au taux que nous avons d'une obligation sans risque. Alors, c'est pour ça que c'est toujours attrayant d'avoir des obligations à haut rendement. Par contre, l'écart de crédit bouge avec le même principe que quand on augmente les taux. Donc, quand l'écart de crédit augmente, la valeur des obligations à plus haut risque baisse. Donc, ça a un impact négatif dans le portefeuille. Alors, on fait très attention et on suit de très près ces écarts de crédit-là. Par contre, le même est vrai, la même situation que quand les taux baissent et que les écarts de crédit, ce qu'on appelle dans notre terme, se rétrécissent, donc rapetissent, à ce moment-là, on peut faire beaucoup d'argent. On n'est pas encore rendu là, il faut juste faire attention, mais là, on voit que la tendance commence à monter vers le haut et c'est directement relié par rapport au marché boursier, mais par rapport à la situation économique. Alors, opportunité, présentement, on suit ces écarts de crédit-là parce que ça peut être intéressant dans le futur. Plusieurs experts et on a eu l'opportunité de rencontrer et de jaser avec plusieurs gestionnaires d'obligations, croient vraiment qu'on arrive à la fin des cycles de hausse de taux. Je pense que celui-là est représentatif, on le voit ici là, dans la dernière case. Carrément parce qu'on voit que les hausses de taux qu'on a eues maintenant, on a contré un peu l'inflation. Et une des manières de contrer l'inflation, c'est carrément en augmentant les hausses de taux. Alors, c'est pour ça qu'on arrive et on pense que nous sommes à la fin du cycle des hausses de taux. Est-ce que ça veut dire que les taux sur les 3-6 prochains mois vont baisser? Pas nécessairement. Par contre, le consensus, c'est que sur les 12 prochains mois, et je vais vous montrer l'opportunité sur les 12 prochains mois, fait en sorte que quand on va bâtir notre portefeuille, il faut certainement considérer où nous sommes situés par rapport au cycle des taux. Alors, on est de l'opinion qu'on achève, c'est déjà anticipé en passant, comme je vous disais au tout début, les taux que nous avons au mois de décembre. Alors, ça n'aura pas d'impact nécessairement sur le marché obligataire parce que c'est déjà, quand on dit anticipé, c'est déjà inclus dans le prix en principe. Alors, quels sont les signes de récession? Je ne passerai certainement pas à travers tous ces signes-là. Par contre, je veux quand même reprendre quelques points qui sont importants. On entend aux nouvelles et ceux qui sont habitués là, de m'entendre, des fois, je dis, j'écoute pas souvent les nouvelles parce qu'à tous les jours, il faut mettre des nouvelles aux nouvelles. Alors, on a tendance, je m'excuse, on a vraiment tendance à regarder, nous autres, sur les 12 à 36 mois. Évidemment, là, on a un impact cette année qui impacte au niveau du portefeuille, mais on a eu quand même 3 belles années précédemment. Par contre, au niveau des signes de récession, on regarde certains indicateurs. Un des indicateurs que je vous ai mentionné tantôt, c'est la courbe des rendements inversés. Donc, quand les taux sont inversés, 2 trimestres consécutifs, techniquement, on s'en va en récession. Un des indicateurs ici, souvenez-vous du chiffre de 45, je vais le ramener dans une diapositive un petit peu plus tard, mais ça, c'est l'indice manufacturier. Quand on descend sous
le seuil de 45. Certains vont mettre 50, mais en dessous de 45, on s'en va généralement vers un ralentissement économique. Alors, c'est pour ça que présentement, c'est neutre. Donc, c'est que l'indicateur est au-dessus et on va le voir un petit peu plus tard. Tendance inflationniste, je pense que c'est le sujet de l'heure. Évidemment, là, on n'a pas besoin d'avoir un grand... on sait qu'on est dans une période inflationniste quand on a juste allé à l'épicerie. Au niveau des resserrements des conditions financières, ça, c'est ce qu'on parlait au niveau de la Fed. La mise en chantier en baisse, c'est encore neutre. Par contre, il y a des tendances. Là. Alors, le neutre peut être de notre côté, c'est-à-dire qu'on va ressortir et peut-être qu'on n'ira pas en ralentissement économique, mais ces indicateurs-là neutres, présentement, sont à suivre. Le marché du travail est en baisse. En réalité, c'est non. Ça, c'est pourquoi il est vert, c'est parce qu'on sait que le taux de chômage est très, très bas. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard par rapport à le positif d'avoir un taux de chômage très bas. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand on parle de récession, les gens disent, bien, cette variable-là du marché du travail fait en sorte que c'est là l'hésitation. On n'est pas sûr. Je vous le présenterai aussi du côté, de l'autre côté de la médaille, parce qu'il faut toujours regarder les deux côtés, positif et négatif. Ce qui pourrait impacter au niveau de la profitabilité des entreprises. Et évidemment, les indicateurs économiques avancés négatifs, quand on vous dit que le marché boursier est un indicateur précurseur, bien, c'est un indicateur avancé. 6 mois d'avance, on sait généralement qu'on s'en va en récession. Et l'été passé, ça fait 2-3 fois qu'on le touche dans le courant de l'année 2022, mais quand les marchés boursiers font moins 20 et dépassent moins 20, bien, la tendance est renversée et c'est ce qu'on appelle un indicateur avancé négatif qui nous indique que fort probablement, pas tout le temps, mais il y a des fortes probabilités qu'on puisse s'en aller vers un ralentissement économique. Et dans ce cas-ci, vous allez voir, là, on parle de récession, je parle beaucoup plus de ralentissement économique parce que le marché du travail est un indicateur qui est positif et là, présentement, le marché boursier, on est ressorti du seuil de moins 20. Donc, les experts nous disent qu'à travers le monde, aujourd'hui, une probabilité de récession, c'est 50-50. Alors, quand j'ai vu cette slide-là, cette diapositive-là, ben ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Et c'est pour ça que présentement, quand on entend au niveau économique, est-ce qu'on va en récession ou pas en récession? Bien là, présentement, on est entre les deux. Mais si on regarde la tendance et que la tendance continue, bien, ce qui arrivera, c'est que lors de notre prochaine opinion, on verra où le chiffre est situé et on verra si on s'en va vers un ralentissement économique ou non. Donc, une durée d'une récession, on parlait là, au tout début du cycle des émotions, la fameuse courbe. On parle des émotions du marché quand il y a des événements géopolitiques qui arrivent, mais ça, c'est arrivé dans le passé et ça va continuer d'arriver dans le futur. C'est jamais le fun. Mais d'où ce qu'on voulait vous présenter avec cette durée de récession-là, ce n'est pas nécessairement en tant que combien de temps que ça dure, parce que je lisais, je pense récemment, là, ça dure à peu près 8-9 mois en moyenne. Mais ce n'est pas ça qu'on voulait vous présenter ici. On voulait surtout vous présenter qu'une récession, 12 mois avant, quelle a été en moyenne la performance d'un portefeuille équilibré? Puis là, équilibré, ici, on le met à 60 actions, 40 revenus fixes. Bien, sur les 12 derniers mois, puis c'est pas mal représentatif de ce qu'on a eu, le marché a fait 7 les marchés font 7 de rendement. Pendant la récession, en moyenne, et là, je vais quand même parler de 2008 et je vais quand même parler de la récession de la pandémie, puis là, on va avoir les derniers chiffres, évidemment, de 2022, mais on peut avoir des rendements négatifs plus élevés. Mais en moyenne et en général, on a des rendements négatifs, mais ce n'est pas aussi pire qu'on pense. Là, évidemment, l'année n'est pas finie. On verra la suite des choses, mais pendant la récession, on a des rendements négatifs. Mais 12 mois après, et je pense que c'est important de regarder ça aussi, en restant investi dans un portefeuille de 60-40, on voit quand même que le rendement moyen est positif. Et ce qui est intéressant ici, ce n'est pas parfait et ce n'est pas toujours numéro 1, mais pendant une période complète, et qu'on parle de période complète, c'est 12 mois avant la récession, pendant la récession et 12 mois après, donc sur 24 à 36 mois,
généralement, on a un rendement positif intéressant. On a eu la période de 2008 où on avait des rendements négatifs. 2001, pour ceux qui sont avec moi depuis longtemps, ça a été une récession qui a duré un petit peu plus longtemps. Par contre, ce qu'on fait, ça, c'est un portefeuille statique. Ça, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien, il n'y a pas d'entrée d'argent, il n'y a pas de rééquilibrage de portefeuille. Donc, ce qu'on essaie de faire dans des périodes plus difficiles, c'est de justement faire ce qu'on appelle notre gestion active, la fameuse gestion discrétionnaire, pour rééquilibrer. En 2020, ça a été relativement facile parce que les obligations, quand on a baissé les taux, les obligations ont monté fortement rapidement. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on vendait les obligations pour pouvoir acheter quelque chose de bas, qui étaient les actions dans le portefeuille. 2022, ça n'a pas été le cas. Vous avez vu, c'est quoi les obligations, les rendements d'obligations versus les actions. Donc, il fallait être un petit peu plus tactique cette année, mais avec peu de possibilités. Là, on commence à être beaucoup plus excité sur les 12 prochains mois parce que vous allez voir au niveau des obligations, qu'est-ce qu'on pense qui peuvent être hyper intéressants. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'en faisant des coûts moyens, je prends l'exemple toujours de dire, on a 100 pièces, le marché baisse de 50 %, on est rendu à 50 pièces. Mais pour revenir à notre 100 pièces initiale, il faut absolument faire 100 % de rendement. C'est pour ça qu'il y a des périodes parfois complètes, quand on est statique, qu'on ne fait rien, que ça prend un petit peu plus de temps. Par contre, si, juste pour prendre le même exemple que je vous donnais, vous prenez 100 $, il a baissé à 50 $, mais vous rachetez. Puis là, je vais faire ça simple. La théorie, c'est une chose, puis le pratico-pratique, il faut avoir des liquidités, il faut être capable de pouvoir remanier le portefeuille, mais en rajoutant un autre 50 $, bien là, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on va baisser notre coût moyen. En baissant notre coût moyen, on n'a plus besoin de faire. Là, on est rendu en moyenne à 75 $. Alors, on a juste besoin de 33 % pour pouvoir augmenter et non pas 100 %. Fait que cette gestion active-là, elle est hyper importante dans les périodes de récession. Et c'est souvent ce que vous m'entendez dire sur les 3 prochaines années. Si on a réussi à mettre le portefeuille dans un bon positionnement, on a des chances de récupérer plus rapidement que moins. Bonne nouvelle. Et l'autre volet que je parlais, positif et négatif. Si on regarde sur les 3 derniers mois, la consommation personnelle aux États-Unis a augmenté. Ça, c'était la moyenne des 3 dernières années avant la pandémie. Mais on voit que le consommateur dépense plus. Ce n'est pas toujours ce qu'on entend dans les nouvelles, mais les chiffres nous démontrent que le consommateur dépense plus. Il peut dépenser plus. Comment? Parce que les salaires ont fortement augmenté. Puis la pénurie de main-d'œuvre, je tiens à le mentionner ici, a amené pour les gens des augmentations de salaire plus élevées. Des augmentations de salaire plus élevées pour tout entrepreneur, comme on sait, c'est qu'à un moment donné, dans un rapport d'état financier de revenus et de dépenses, la plus grosse dépense de toute entreprise, c'est évidemment les salaires. Donc, le positif, c'est que le consommateur dépense un petit peu plus, puis là, on arrive dans le temps des fêtes, on verra les résultats des ventes au détail. Par contre, en ayant plus de revenus, ils peuvent dépenser un petit peu plus. Par contre, en ayant plus de revenus provenant des payes de leur employeur, fait en sorte que cet impact-là amène pour les entreprises une baisse au niveau de leurs bénéfices. Et c'est pour ça que quand on entend parler des expectatives des 3 prochains mois au niveau des titres boursiers, ce qu'on dit tout simplement, c'est qu'on anticipe que les profits vont baisser. C'est juste logique si on regarde le fait que les dépenses de salaire ont augmenté. Donc, à ce moment-là, on peut s'attendre à avoir une baisse du croissance des bénéfices, mais pas toujours nécessairement négatif. Tantôt, je vous parlais, souvenez-vous du chiffre de 45 au niveau du ISM, l'indice manufacturier. Bien, la ligne verte, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, le fameux 45 que nous voyons dans l'indice manufacturier, si je l'amène ici, nous ne sommes pas rendus sous le seuil de 45. Et c'est pour ça que ce que vous voyez au niveau de la récession, on disait neutre. Donc, par contre, la tendance est baissière. Fait qu'il faut quand même être aux aguets, à savoir est-ce qu'on s'en va vers un peu ralentissement. Et
C'est ce qui est difficile des fois quand on écoute les nouvelles parce qu'il y a plusieurs indicateurs, comme vous avez vu, puis il faut les démêler et voir à partir de là, 1 + 1 fait 2, quelles sont les variables qui vont avoir le plus d'impact dans le futur, dans notre positionnement du portefeuille. Donc, on voit que la tendance est baissière. La ligne bleue, mais c'est la croissance des bénéfices par action. Donc, évidemment, dépenses augmentent. Si le revenu, on ne peut pas tout augmenter ou donner cette augmentation-là du coût de l'inflation aux consommateurs, les employés sont payés plus, c'est clair que les bénéfices à la fin vont être un petit peu plus bas. Donc, il faut s'attendre à des expectatives de bénéfices futurs un petit peu plus bas. Par contre, on va parler de cours-bénéfices un petit peu plus tôt, qui est la fameuse formule du numérateur de cours et du dénominateur de bénéfices qui peuvent être très attrayants actuellement. Mais il faut présentement être un petit peu plus conscient de où nous sommes dans le contexte économique. Quand on est sur 10 ans, là, je vais reculer de 2009 jusqu'en 2021, excluant 2022, quand on est dans une croissance et que les bénéfices augmentent et que les ventes, une croissance économique fortement à la hausse. Là, c'est juste de la pandémie en haut, mais quand il y a un cycle où les bénéfices sont présents et que l'économie roule bien, bien évidemment, là, il y a l'offre et la demande. Fait que des fois, ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas capable de fournir à la demande et c'est pour ça que la chaîne d'approvisionnement et la rotation des inventaires, c'est plus difficile de produire pour pouvoir aller contre la demande. Évidemment, quand il y a un ralentissement, et là, on parle déjà de mettre des mises à pied, mais quand il y a un ralentissement, bien là, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on recommence à rebâtir nos inventaires parce que la demande est moins forte. Donc, à ce moment-là, ça permet aux entreprises de rebâtir leur stock ou leur inventaire. Donc, tous ces éléments-là qu'on a parlé, comment on bâtit notre portefeuille? Je vais commencer par, une fois de plus, décortiquer et décomposer les rendements boursiers. Donc, on parle des actions ici, les actions mondiales. On comprend qu'il y a 4 éléments qui nous donnent un rendement boursier. Donc, il y a l'effet du dollar canadien en étant un investisseur canadien. C'est pour ça que quand vous recevez toujours vos relevés de portefeuille, on doit les transférer en dollars canadiens parce qu'au point de vue fiscal, bien, on est un investisseur canadien, donc on doit ramener avec la devise de notre pays qui est en dollars canadiens. Par la suite, il y a le rendement de dividende. Hein? C'est toujours très attrayant. Mais je voulais quand même juste montrer ici l'effet du dollar canadien et je vais vous en parler rapidement sur une autre diapositive et des dividendes. On aime, comme en 2020, quand il y a des titres qui ont beaucoup baissé rapidement, où le dividende se maintient, ça devient un rendement de dividende très intéressant. Mais on voulait juste vous montrer que l'effet du dollar et des dividendes ici. Le dividende est à la ligne bleue. Sur le rendement total, ça ne représente pas nécessairement un fort pourcentage. Là, on parle de l'indice. On n'en parle pas de titres particuliers ou spécifiques. Le losange veut tout simplement dire, c'est une période X, mais le losange veut tout simplement dire le rendement total des actions mondiales en dollars canadiens, ce que ça a donné. Par contre, on parle de bénéfices, le ratio cours-bénéfice et les bénéfices anticipés. Puis quand on parle de bénéfices anticipés, c'est sur les prochains 12 mois. Donc, vous m'entendez souvent parler de future PE, des cours-bénéfices futurs, mais c'est ce qu'on parle sur les 12 prochains mois. Alors, en monnaie locale, en dollars canadiens, évidemment. Si on regarde le ratio cours-bénéfice, qui est le bleu ou le gris et le rouge, regardez l'importance. Là, ici, on parle du marché canadien, après ça, le marché américain, mais ce qu'on démontre ici, c'est que vraiment, les bénéfices sont hyper importants. Alors, c'est ce qui nous donne une plus-value long terme et c'est ce qui fait que des cycles, des fois où il y a un rétrécissement et des fois, comme on voit ici, sous zéro, donc les bénéfices ne sont pas de la partie, mais on voit ce que l'anticipation et les bénéfices font en termes pour le rendement boursier. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que le ratio cours-bénéfice, qui est un élément important dans le rendement futur, mais qui nous donne un indicateur aussi passé, mais que celui-ci nous donne sur l'anticipation des résultats, historiquement, au Canada,
on a un ratio cours-bénéfice en moyenne autour de 15. Et regardez aujourd'hui où est-ce que nous sommes rendus, à 12 fois les bénéfices. Là, les lignes ici, le gris, c'est tout simplement la moyenne que ça nous donne. Donc, on aime la moyenne parce que l'humain, de la manière qu'on est fait, c'est qu'on va revenir souvent aux choses qu'on fait par le passé. Mais ici, ce que ça nous dit, c'est que un écart type, là, c'est très technique, mais ce n'est pas important, c'est le standard deviation en anglais. C'est tout simplement que ce que ça nous dit, c'est que là, on est à escompte. C'est intéressant. Mais anticiper sur les 12 prochains mois. Alors là, je veux juste faire un petit aparté parce que c'est sur 12 mois et un peu plus, mais ce n'est pas sur les 3 prochains mois et ce n'est pas nécessairement sur les 6 prochains mois. Par contre, quand on voit ça, si on bâtit le portefeuille sur le long terme, et c'est vraiment ce qu'on fait pour vous, toujours basé sur le long terme, puis des fois, on va un petit peu trop vite à court terme, mais c'est pour l'anticipation future de bâtir le portefeuille. Mais ici, on voit qu'on a un escompte au Canada. Un petit peu moins aux États-Unis. Là, on voit que c'est 16 quelques %, là, il est à 17. On voit ici là, qu'on est évalué correctement. Ce qui arrive, on l'a vu ici, là, en 2021, on était rendu à 23-24 fois les profits. Et ça, dans ce temps-là, ça nous tient un petit peu en haleine. C'est pour ça que parfois, sur du tactique, plus du court terme, quand on voit que le ratio cours-bénéfice anticipé est trop élevé, on diminue un petit peu ou on prend une prise de profit. Alors ici, ce qu'on voit, c'est qu'on est pleinement évalué, mais pas une forte escompte, mais certainement pas cher. Et ça demeure que l'économie américaine, encore aujourd'hui, c'est l'économie mondiale. Quand les États-Unis fonctionnent, généralement, le reste du monde fonctionne. On veut vous montrer le ratio cours-bénéfice du monde, donc la portion internationale. Et pourquoi qu'on vous présente ça? Parce que dans votre portefeuille, la répartition d'actifs, nous mettons souvent, tout le temps, des actions canadiennes, des actions américaines et des actions internationales. Alors, on voit ici, encore une fois, tout comme le Canada, mais je vais faire attention, je vais faire un petit aparté au Canada. Vous savez qu'au Canada, on a 10 secteurs. Et il y a vraiment 3 secteurs, l'énergie, les matériaux et les finances, qui représentent 70 % de notre économie. Alors, ce n'est pas une économie bien diversifiée. Elle a bien fait cette année, comme vous avez vu, parce que justement, le prix du baril du pétrole nous a aidés. Là, le prix du baril du pétrole est pas mal plus en chute libre depuis un mois, mais ça demeure qu'on connaît notre pays, on connaît les titres et le secteur énergétique a relativement bien fait et c'est pour ça que le marché canadien a mieux fait. Par contre, ce qu'on aime, c'est qu'on voit que le marché international est aussi à escompte. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre positionnement, on regarde le marché international. Depuis un petit bout de temps, on a investi peut-être un petit peu trop tôt. Et un petit peu trop tôt, on différencie l'international en excluant le marché émergent. Et le marché émergent, comme vous voyez, ça inclut la Chine et les autres marchés émergents, dont l'Inde. On voit ici que l'indicateur du cours-bénéfice anticipé est à 11 fois les profits. Là, toutes les lectures qu'on fait présentement confirment, et ça, je fais toujours attention quand le consensus est toujours en voie de, confirme que les rendements anticipés, les meilleurs pour les 5 à 10 prochaines années, vont être dans le marché de la Chine et des marchés émergents. Par contre, si on regarde les 10 dernières années, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, on est investi en marché émergent, mais on est sous-pondéré. On a des cibles à respecter ou qu'on met en place en écoutant les actuaires de différentes firmes pour savoir où est-ce qu'on devrait se positionner. Certains gestionnaires institutionnels qu'on a parlé sont fortement surpondérés marché émergent. Ceux qui ont fait ça ont pris une méchante claque en 2022. Puis ceux qui ont été sous-pondérés ou qui n'en avaient pas du tout, comme d'autres gestionnaires institutionnels. Alors, on a deux opinions et deux extrêmes, zéro et surpondéré. On est sous-pondéré, on a moins de 3 % dans notre portefeuille de marché émergent. Et vous allez souvent nous voir dans vos portefeuilles, c'est qu'on ne veut pas sortir complètement parce qu'on peut avoir des éléments de surprise et j'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, escompte au niveau des marchés émergents aussi. Encore une fois, c'est sur l'anticipation des 12 prochains mois et pas nécessairement sur les 3 à 6 prochains mois. Maintenant, inflation,
hausse de taux, il faut qu'on parle d'obligations dans notre portefeuille. Vous avez vu, cette année, les obligations n'ont pas fait la job. Puis je vais même vous montrer ici, là, dans cette slide-ci, qu'on va avoir un rendement négatif d'ici le 31 décembre rendu à la date que nous sommes. Par contre, depuis un mois, on a quand même augmenté de 3 % le rendement des obligations. Et vous allez voir ce qu'on a fait dans vos portefeuilles depuis un petit peu plus qu'un mois. Donc, la stabilité du rendement, on n'a vraiment pas vécu les 2 années consécutives négatives, généralement sur les obligations. On va le vivre cette année, certainement, parce qu'on a trop de retard à prendre. Si on regarde le rendement des obligations depuis les 3 dernières années, on a vraiment un rendement négatif. Donc, tantôt, je vous parlais de diversification et d'avoir des obligations et des actions. C'est tout simplement, ça n'a juste pas fait la job. Par contre, c'est aujourd'hui la plus forte escompte en 30 ans. Et quand on parle de l'univers des obligations, là, on parle vraiment d'une panoplie d'obligations diversifiées, puis je pourrais vous en montrer certains exemples tantôt. Mais là, ceux qui me connaissent, je vais dire un peu, c'est un anglicisme, mais excité, on commence à dire, là, ils n'ont pas fait leur job depuis, en moyenne, les 3 dernières années, mais surtout cette année, qui a fait que le rendement moyen sur les 3 dernières années est moins bon. On pense que si on s'en va en ralentissement économique, si les banques centrales, pour repartir l'économie, rebaissent les taux, pas dans 3-6 mois, mais d'ici 12 à 24 mois, puis je dirais autour de 12 mois, mais tantôt, je vous expliquais que quand les taux augmentent, la valeur des obligations baisse. C'est ce qui est arrivé. Mais quand les taux baissent, la valeur des obligations augmente. Si nous avons atteint le seuil de la hausse des taux, les fortes probabilités, qu'on a contré l'inflation, des fortes probabilités qu'on peut s'attendre éventuellement dans un ralentissement économique de repartir l'économie en faisant quoi? En baissant les taux. Et c'est l'anticipation qu'on voit aujourd'hui, même au niveau immobilier. Pour ceux qui ont des hypothèques variables et fixes, c'est juste mon petit aparté sur l'immobilier, mais les banques voient d'ici 12 à 24 mois et 36 mois les probabilités de baisse de taux. Mais là, on a une escompte. On sait, quand c'est des marchés boursiers qui sont à escompte, les actions, on les achète. Bien, présentement, il y a une forte escompte qu'on n'a jamais vue depuis les 30 dernières années. Alors, il peut y avoir une bonne opportunité d'investir dans les obligations et c'est ce qu'on fait présentement. La fameuse question que j'entends souvent, bien là, Guy, les taux ont augmenté aujourd'hui, le meilleur taux, là, 5 ans ou je m'excuse, 1 an. Je pense que Claudine me mentionnait, c'est 4,90 ou 4,95 là, ou 4,70, mais ce n'est pas encore 5, mais plus près de 5. Souvent, les gens nous disent, bien, pourquoi qu'on n'achète pas un CPG à 5 %? Parce qu'aujourd'hui, l'opportunité d'acheter un CPG, quand on achète un CPG, on achète la paix d'esprit pour un objectif spécifique. Et c'est ce qu'on a fait au mois d'avril dernier dans vos portefeuilles. On a acheté 5 % d'un CPG à 2,9 %. Là, aujourd'hui, je viens de vous dire que c'est 4,9 %. Fait que si j'avais attendu, on aurait 2 % de plus. Mais on serait gelé pour 1 an. L'objectif qu'on a acheté un CPG, c'est qu'on s'était dit au mois d'avril dernier, puis là, il faut se rappeler de la guerre en Ukraine, puis il faut se rappeler que là, que ça commençait à brasser pas mal dans les marchés boursiers. On s'est dit, on va acheter des actions avec cette portion-là. On aura des liquidités qui vont venir échues. Mais c'est pour un objectif spécifique parce que le montant qu'on met de 1000 $, lui, n'a pas de chance de plus-value. Et je viens de vous dire que quand les taux baissent ou l'anticipation des taux baisse, la valeur des obligations augmente. Ce que ce graphique-ci vous dit, c'est que normalement, quand on est sous le zéro, les CPG surperforment. C'est évident. Là, je vous dis qu'au mois d'avril, on a acheté 2,9 %. Tantôt, je vous ai montré aux États-Unis, 1 an, ce n'était même pas 1 %. Mais il y a 1 an, on avait un CPG 1 an à 1 %. Alors, 1 %, c'est mieux que moins 12. On est tous d'accord avec ça. C'est pour ça que depuis 1 an et demi, 18 à 24 mois, les CPG ont surperformé les obligations. Mais ça, c'est une vision plus court terme et c'est une vision pour des fois acheter la paix d'esprit. Et pour des objectifs spécifiques, on n'a pas de problème. Mais aujourd'hui, avec une escompte qu'on n'a jamais vue depuis 30 ans, les
forte probabilité d'obtenir des rendements supérieurs à 4,9 sont intéressants. Et je vais vous montrer comment tantôt au niveau du rendement des obligations. Donc, évidemment, ça devient de plus en plus intéressant. Ce que ça nous dit, le tableau, la ligne verte, pas la ligne, mais la colonne verte nous dit tout simplement qu'au 31 décembre, c'était dans les différentes sortes d'obligations. Et je vais prendre quelques secondes pour juste les nommer parce que c'est une diversification à l'intérieur des obligations. On a des obligations mondiales qui sont hors Canada. On a des obligations vanille du gouvernement du Canada. On a des obligations corporatives canadiennes. On a des obligations du gouvernement américain, les bons du Trésor dont on entend parler, les obligations américaines de première qualité avec des corporations avec des bons crédits et les obligations américaines à rendement élevé que tantôt je vous montrais avec les écarts de crédit. Évidemment, on voit presque l'ordre des choses à partir d'une obligation du gouvernement qui est hyper sécure, garantie par le gouvernement. Et l'anticipation au 30 septembre, c'est quoi les rendements anticipés ou les rendements que nous pouvons obtenir? Mais là, ici, le pourcentage est vraiment celui qu'on a. Alors, les obligations du gouvernement du Canada au 31 décembre, on s'attendait à avoir 1,5 10 ans. Il n'y a pas de rendement, puis ça ne fait pas de sens de rajouter. Le risque dans le portefeuille était trop grand. Aujourd'hui, parce que les taux ont monté, la baisse des obligations font aujourd'hui qu'on parle d'un rendement, même du gouvernement du Canada, de 4 %. Quand on fait une diversification et qu'on rajoute tous ces types d'obligations-là, c'est ce que vous détenez dans vos portefeuilles à des différents pourcentages, mais voici le genre de rendement qu'on peut s'attendre pour les 12 et je vous dirais à 24 prochains mois, mais principalement sur les 12 prochains mois. Plus de risques, plus de rendement. Et là, les obligations à rendement élevé, on n'est pas tout à fait rendu là parce que l'écart n'est pas suffisamment grand. Mais c'est pour ça qu'on dit que commence à être excité parce que c'est beaucoup plus intéressant. Et les 3 dernières années qui nous ont donné un rendement très ordinaire va faire qu'en sorte, on a des chances d'avoir un rendement en moyenne beaucoup plus intéressant dans le futur. Donc, aujourd'hui, on regarde une obligation corporative versus un titre qui paye des dividendes. En moyenne, l'indice du Canada, là, le TSX, nous donne un dividende aujourd'hui, suite à la baisse des marchés, 3,3 %. Regardez ce que les obligations corporatives, donc moins de risques pour vous en tant qu'investisseur en termes de rendement. On ne parle pas du rendement boursier, mais on parle de rendement. On est rendu à 5,7. Donc, ce que je vous montrais la slide précédente, la diapositive précédente, avec une diversification dans les obligations, on est rendu ici dans une obligation corporative de 5,7 % de rendement. Puis là, on ne rentre pas dans la fiscalité. Je comprends que 5,7 % c'est de l'intérêt et 3,3 % c'est du dividende. Mais c'est quand même un écart de 2,5 pour presque 2,5 %. Et si les écarts continuent de s'agrandir, surtout au niveau des obligations à haut rendement, là, on risque d'aller chercher un petit peu plus de rendement. Donc, on n'est pas tout à fait prêt parce que le contexte économique nous fait mitiger à savoir sur les 3-6 prochains mois ce qu'on va nous annoncer d'être en récession. Par contre, c'est quand même intéressant. Mais c'est surtout le lien que je voulais faire. Bon, les dividendes, parce qu'il y a une plus-value sur les actions potentielles, mais par rapport au CPG. Si aujourd'hui, notre CPG, on est gelé à 4,9, puis aujourd'hui, on a un rendement d'obligation à 5,7, pourquoi se geler à 5,7, à 4,9, quand nous pouvons avoir sur le rendement 5,7 et un potentiel de plus-value parce que les obligations sont à escompte, d'aller chercher un peu plus de rendement. C'est pour ça que quand on parle aujourd'hui à tous nos clients, quand on leur dit CPG ou c'est attrayant ou les obligations, pour nous, vous voyez qu'on est beaucoup plus axé sur les obligations. Et, presque en conclusion sur les obligations, après une inversion des taux, donc nous sommes dans une inversion des taux, et là, ça ne veut pas dire que l'inversion des taux va, encore une fois, s'améliorer d'ici les 3-6 prochains mois, mais ce que ça nous dit ici, c'est que sur les 12, la ligne bleue, c'est les 12 prochains mois, et la ligne brune, c'est les 36 prochains mois. Alors, c'est pour ça qu'on parle beaucoup
d'opportunités actuellement sur les 12 prochains mois. Encore une fois, ici, c'est tout simplement tout dépendant du type d'obligation dans laquelle nous sommes, mais le rendement total des obligations, là, quand on les regarde, on a sur les 12 prochains mois une forte probabilité d'aller chercher le gros du rendement. Donc, vous comprendrez, ce qu'on essaie de faire dans nos portefeuilles présentement, c'est tout simplement d'augmenter la pondération par rapport à où est-ce que nous étions au niveau des obligations. Je vais prendre quelques minutes pour parler tantôt. Je vous parle parce qu'on a souvent cette question-là. Qu'est-ce qui se passe, Guy? Qu'est-ce que tu penses sur la devise, dollar canadien versus américain? Là, ce qu'on a fait, c'est carrément quand le dollar canadien est à 78 sous contre le dollar canadien qui est descendu à 72 sous. À 72 sous, on a commencé à se couvrir. En anglais, on appelle ça hedging, mais on a commencé à se couvrir sur nos investissements dollars américains à 25 points de base. Après ça, on l'a augmenté, on est presque à 100 mais on ne l'a pas, à moins que Claudine, là, dernièrement, l'a fait, mais on est près du 100 de couverture de devises au niveau des indices. Alors, je m'excuse. Ce que ça fait, c'est que ça nous donne tout simplement, à court terme, tactiquement, bien, si on fait le bon call, et là, on l'a fait depuis que le revirement s'est fait, le dollar américain demeure la devise mondiale est forte. Alors là, le dollar est revenu, je crois, autour de 75 cents. Fait que ce petit mouvement-là de se protéger contre la devise américaine a fait en sorte qu'on peut aller chercher des points de base de plus dans notre performance au niveau du portefeuille. Par contre, vous allez voir pourquoi on n'en parle pas souvent. Ça, c'est du tactique court terme. On peut se tromper, ça aurait pu aller de l'autre côté. Pourquoi qu'on dit aux gens qu'on prend rarement les devises en considération en tant qu'investisseur canadien, surtout à travers toutes les autres devises, le Canada versus le dollar américain versus l'euro, bon, versus en Grande-Bretagne. Mais l'idée de base ici, vous voyez que sur 20 ans, il n'y a vraiment pas de signification. Il y a des mouvements importants dans une année, mais quand on gère sur le long terme, l'effet de devise est minimal. Et c'est pour ça que souvent, quand on a cette question-là, puis les gens disent, Guy, qu'est-ce que tu penses? Je peux avoir une opinion sur la devise, mais c'est souvent une opinion. Alors, et on ne gère pas en fonction de faire des mouvements forts sur la devise. Il y en a des experts qui se spécialisent sur la devise, mais ça demeure ce qu'on appelle en anglais un call. Si tu te trompes de côté, ben c'est pas positif. Alors, on ne prend pas de risque avec l'effet de devise. On veut une diversification, on peut faire des petits mouvements tactiques, mais au-delà de ça, sur le long terme, on ne se préoccupe pas trop de ce que la devise fait. Je vais prendre 30 secondes parce qu'au Canada, on parle du prix du baril du pétrole. Tantôt, je vous ai glissé un mot que, évidemment, le prix du baril du pétrole était rendu à 115 $. Là, il est rendu à 85 $, je pense, hier. Puis aujourd'hui, il est encore à la baisse. Alors, ce que je voulais juste vous dire, dans le temps, là, sur les 10 ou les 20 dernières années, puis j'aurais pu sortir plus loin là, parce qu'il y en a une diapositive qu'on détient, mais on parlait toujours du pétrodollar. Il y a des fois que le dollar canadien n'est pas corrélé au prix du baril du pétrole et depuis les 3 derniers mois, là, on voit la divergence. Donc, la corrélation, c'est vraiment élargi. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Le prix du baril du pétrole a un impact au niveau du marché boursier canadien. On en détient dans nos titres, mais encore une fois, vous saviez, là, il y a un an, on parlait que le pétrole, c'était fini parce que là, on parlait de l'environnement, du ESG, qui est très important, qui est une thématique future qui fait tout à fait du sens. Par contre, on se rend compte encore une fois aujourd'hui qu'on a besoin de pétrole. Puis je ne veux pas partir un débat là, au niveau de l'environnement, mais on a encore besoin de pétrole, puis on n'est pas tout à fait rendu à la fin du cycle. Donc, la répartition d'actifs, c'est la base. C'est vraiment comme ça qu'on élimine nos émotions du marché. Des fois, les gens me disent, Guy, tu dois être fatigué par rapport à les fluctuations du marché. En réalité, quand on a un processus, c'est toujours comme ça que les caisses de retraite gèrent, incluant le régime de pension du Canada. Donc, vous voyez, et ça, c'est un peu différent. La raison pourquoi qu'un fonds de pension du gouvernement est un peu différent, ou n'importe quel fonds de pension, quand il y a toujours des entrées de liquidité provenant de l'employeur et provenant de l'employé, ce qui n'est pas le cas pour chacun des clients. Quelqu'un qui travaille, oui, peut nous envoyer des liquidités, mais quelqu'un qui est à la retraite
va vouloir vivre de ces revenus. Alors, ils n'ont pas toujours, les clients on est conscient qu'ils n'ont pas toujours les liquidités de pouvoir nous envoyer des liquidités. Mais le processus, et on a toujours dit depuis 20 ans qu'il y a une manière de gérer l'argent, c'est vraiment par répartition d'actifs. Quand vous regardez dans les journaux, des fois, la Caisse de dépôt qui ont eu un rendement négatif là, au 30 juin, mais souvent, quand je discute avec les gens, je dis qu'ils ont eu quand même un bon rendement. Je pense que c'était moins 6 de rendement. Mais ce moins 6 de rendement-là fait en sorte que eux autres sont capables d'avoir des rendements un petit peu mieux, autres que les liquidités qui rentrent. Mais regardez la pondération. Et là, j'arrive à 1 heure, j'achève, ça ne sera pas long, je vous le promets. Puis on prendra le temps nécessaire. Ceux qui ne peuvent plus rester, je vous souhaite là une bonne fin de journée et on est toujours disponible. Mais pour ceux qui peuvent rester, je vais répondre à toutes les questions qu'on aura. Les fonds de pension, près de 30 sont en société privée. Et ça, c'est la grosse différence entre une gestion institutionnelle de fonds de pension et de détail, qui sont pour les individus. Les fonds de pension ont rajouté beaucoup de sociétés privées. La raison est simple, c'est que le rendement anticipé est de beaucoup supérieur. Par contre, pour avoir des sociétés privées, si un individu veut investir, normalement, ça prend beaucoup de liquidités. Et nos argents sont gelés. Alors aujourd'hui, on est en train de discuter avec 2 firmes qui amènent ce produit de société privée-là au détail. Ça coûte plus cher, mais l'anticipation des rendements futurs est plus élevée. Je ne rentrerai pas dans les chiffres, mais elle est plus élevée. Par contre, ça ne peut pas être applicable à tous. Alors, là, je me permets de le partager. Ceux qui ont un excédent en termes de fonds de régime de retraite avec lesquels nous avons fait les régimes de retraite, ceux qui ne sont pas faits, on se donne un mandat de le faire pour tout le monde, mais ceux qui ont un excédent de liquidité pour leur succession on pourra rajouter une portion de société privée, mais on est en train de finaliser entre 2 firmes que nous allons inclure dans les portefeuilles. Alors, ne vous inquiétez pas, ça se peut que vous n'en ayez pas, ça se peut que vous en ayez, c'est juste qu'on doit faire notre due diligence, là, la diligence raisonnable pour s'assurer que ça fasse du sens parce que ce n'est pas liquide. Quand on investit à l'intérieur de ça, il faut vraiment garder l'argent pour un bon bout de temps. Sur ce, notre portefeuille, aujourd'hui, où est-ce qu'il se positionne? Je vais tout de suite sortir le CPG dont je vous parlais en avril 2023. Il vient échu en 2023, on l'avait acheté en avril 2022. 5 est inclus dans le 7,4 Nous avons moins de liquidité aujourd'hui parce qu'on veut vraiment se positionner pour les 12 prochains mois parce qu'on pense qu'il y a vraiment des belles opportunités de rendement sur les 12 à 24 prochains mois. Puis je dis souvent à tout le monde sur les 36 prochains mois. On est en train de bâtir le portefeuille actuellement. Donc, vous voyez, on était à peu près autour de 30 dans un portefeuille équilibré de revenus fixes. On vient d'augmenter à 7,5. Tantôt, je mentionnais que originalement, ce 5,5 % s'en allait dans les actions. Par contre, il se peut, puis on verra en avril parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, on verra si on n'investit pas ce 5 %-là en revenus fixes. Et la raison pourquoi on augmenterait la pondération de revenus fixes, je pense que vous avez compris qu'on commence à être excité pour les obligations, c'est juste que si on ne se trompe pas et que soit les taux baissent ou que les obligations donnent la performance sur les 12 prochains mois qu'on s'attend, ça veut dire que dans notre répartition d'actifs, il va y avoir un déséquilibre. C'est-à-dire que notre 37,5 %, présumant qu'on est en récession, présumant que les actions font 0 sur les 6 prochains mois, mais il va y avoir un débalancement. Et là, on recommencera, comme on a fait en 2020, de dire, OK, on a trop d'obligations, ils ont augmenté parce que ça veut dire qu'ils ont fait du rendement, on prendra une part du revenu fixe et là, on rééquilibrera avec les actions.
Alors, on est là sur les 12 prochains mois. Vous voyez, on est quand même pleinement investi. On est investi dans les actions canadiennes. On est neutre. Les actions américaines, relativement neutres. Les actions étrangères, on a 2,5 en marché émergent. Fait qu'au niveau international, la guerre en Ukraine a fait en sorte qu'on a voulu, on était beaucoup plus élevé que ça par rapport à l'escompte qu'on avait, mais on a voulu juste se repositionner neutre au niveau des actions étrangères. Et dans autres, que je ne rentrerai pas beaucoup, mais c'est des produits avec deux objectifs principaux. Un, qu'ils ne soient pas corrélés au niveau du marché. Tantôt, quand je vous montrais les performances depuis le début de l'année, c'était la catégorie d'actifs qui avait le moins baissé. Leur objectif, eux autres, c'est d'avoir le moins de corrélation, donc ça ne bouge pas comme le marché boursier. Et le deuxième objectif de ces produits alternatifs-là, c'est de donner un rendement constant au fil du temps pour remplacer ou améliorer la performance du revenu fixe. Alors là, on a diminué parce que pour les 12 prochains mois, on pense vraiment que les revenus fixes devraient surperformer certainement la catégorie autre. Sur ce, je voudrais juste vous laisser sur une petite pensée. Plusieurs fois, j'entends les gens dire « Guy, tu regardes tous les indicateurs et pourquoi tu ne te mets pas cash en liquidité dans tes portefeuilles? » On vous a montré par les années passées qu'on est relativement pleinement investi tout le temps. On peut fluctuer dans les catégories d'actifs. Mais c'est parce qu'il y a souvent des éléments de surprise. Là, je vous parle des 3 à 6 prochains mois. Mais si on regarde juste le dernier mois et demi, le marché boursier, Canada, US à travers le monde, incluant l'international, a fortement poussé vers le haut. Et je voulais juste vous dire, c'est pour ça qu'on reste pleinement investi, parce qu'on veut garder une certaine humilité. Ce n'est pas une science exacte, je le dis depuis 20 ans. On a des indicateurs qui nous font en sorte qu'on est confortable dans notre positionnement de portefeuille. Mais l'effet de surprise, des fois, fait en sorte qu'on est content d'avoir des actions depuis un mois et demi, parce qu'ils ont fortement monté. Et on sait que dans le temps, sur les 10 prochaines années, les actions vont surperformer les obligations. C'est pour ça qu'on veut être pleinement investi. C'est pour ça que tactiquement, on peut faire des mouvements en termes de sous-pondérer ou surpondérer ce qu'on vient de faire ou réaugmenter la pondération au niveau des obligations parce qu'il y a des indicateurs clés qui font en sorte que nous sommes confortables de regarder devant. Sur ce, je vais répondre à toutes les questions. Je vais demander à Myriam ou Claudine de me donner les questions. Je m'excuse, j'ai passé un petit peu mon temps. Si jamais j'oublie de vous le dire, Noël approche, pensez à tous ceux que vous aimez et nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. Myriam, Claudine, est-ce qu'il y a des questions? Non, Guy, il n'y a pas de questions, ni par Teams, ni par courriel. Alors, merci à tous. Ne vous gênez pas de partager ce petit vidéo-là. Il va être sur notre site là, sous peu, le temps qu'on fasse des petits ajustements. Alors, encore une fois, merci. Désolé un petit peu que j'ai dépassé mon temps. Je me doutais qu'on passerait un petit peu le temps aujourd'hui, mais joyeuses fêtes à tous et au plaisir de se reparler sous peu. Bonne journée.